Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter les résultats de cette enquête que nous avons réalisée dans la perspective de ce colloque et en partenariat avec la Banque transatlantique. Avant de rentrer dans le détail des résultats, je voulais vous rappeler un chiffre qui a déjà été cité précédemment. Le nombre de Français résidant à l'étranger, il s'élève aujourd'hui à 2,5 millions de personnes. C'est un chiffre qui est intéressant d'avoir en tête et aussi de regarder la manière dont il évolue, puisqu'on s'aperçoit, et notamment à travers les listes, les Français inscrits au registre consulaire, que ce chiffre des Français résidant à l'étranger ne cesse de progresser de façon continue depuis le début des années 2000. Voilà, il progresse de façon significative et c'est important de l'avoir à l'esprit. Les Français de l'étranger sont donc de plus en plus nombreux. Voilà pour le contexte de l'étude. Cette enquête, elle poursuit deux objectifs principaux. Tout d'abord, savoir qui sont les Français de l'étranger, quelles sont leurs motivations et où sont-ils installés, d'une part, et d'autre part, il s'agit de mettre en évidence le lien qui les unit à la France et de voir dans quelle mesure ils ont encore aujourd'hui à la fois dans leur identité, dans ce qui procède de leur identité, mais aussi dans leur vie quotidienne. Et là, c'est relativement inédit, je pense, comme résultat. On verra comment la France est-elle présente encore aujourd'hui pour ces publics. Alors, un premier élément de réponse se situe sans doute dans la fiche technique des résultats de l'enquête. Alors, je reviens sur la manière dont on a travaillé pour réaliser cette enquête. On a travaillé sur la base des fichiers des listes électorales consulaires qui sont, comme vous le savez peut-être, renseignés en adresse email, ce qui pour nous, sondeurs, est une grande opportunité puisque ça nous permet effectivement de leur administrer un certain nombre de questionnaires, enfin de leur envoyer des questionnaires par Internet. On s'était donné pour objectif de réaliser entre 1000 et 2000 interviews et vous voyez que on a été bien au-delà puisqu'on a interrogé 5685 Français résidents établis à l'étranger. C'est une très bonne surprise et surtout ça en dit long aussi sur les liens qu'ils ont avec la France aujourd'hui, puisque quand on les sollicite pour réaliser une enquête sur les liens qu'ils ont avec la France, ils sont nombreux à nous répondre. On a eu un taux de retour d'environ 9%, ce qui est tout à fait remarquable pour une étude réalisée par email. Vous savez que tout le monde ne consulte pas ces emails, qu'on a un certain nombre de filtres spam, etc. Tout ça conduit à limiter les taux de réponse. Et là, pour le coup, l'enquête a très très bien fonctionné. Alors, qui sont les personnes que nous avons interrogées ? C'est intéressant de noter, vous le voyez aussi, on a travaillé évidemment partout dans le monde. Les Français sont établis à l'étranger sur l'ensemble du globe. Et du coup, notre enquête, elle est certes réalisée auprès de Français, mais sa dimension est bel et bien internationale. On a travaillé dans toutes les zones géographiques, tout en respectant, vous le voyez, la proportion de personnes inscrites sur les listes électorales selon les différentes zones et selon les différentes classes d'âge. Ce qui est intéressant de noter aussi justement sur les classes d'âge, c'est qu'on voit que la majorité des Français de l'étranger, une très large majorité de Français de l'étranger, 67% si on analyse le fichier des listes électorales, sont âgés de 26 à 59 ans. Autrement dit, on a affaire à une population qui est en âge de travailler et on va voir que c'est déterminant, le travail justement est déterminant dans les motivations qui conduisent à l'expatriation. Alors, qui sont justement les Français de l'étranger ? Je viens de le dire, donc quand on leur pose la question sur leur statut individuel et personnel, on s'aperçoit qu'une très large majorité des personnes interrogées, et donc une très large majorité des Français établis à l'étranger, sont des actifs, 74% contre 26% d'inactifs. En comparaison, sur l'ensemble de la population française, on compte 54% d'actifs occupés. Donc on voit que le profil est très clairement un profil actif pour les Français de l'étranger. C'est un premier point qui est important d'avoir à l'esprit. Deuxième point important et qui, à mon sens, montre
à quel point cette population est actuellement dans un processus de profonde modification, c'est l'écart entre les hommes et les femmes quand on s'intéresse à la proportion d'actifs, et on voit qu'il est relativement réduit, puisque 77% des hommes sont actifs et 69% des femmes, donc un écart de moins de 10 points entre ces deux populations. Et enfin, dernier point à avoir également à l'esprit, on a des créateurs d'entreprises, des travailleurs indépendants qui, dans cette population, sont particulièrement bien représentés puisqu'ils constituent, dans notre étude, 16% des personnes interrogées. Là aussi, un chiffre à mettre en regard de l'ensemble de la population française, puisqu'on est autour de 4 ou 5% sur cette population de travailleurs indépendants, de chefs d'entreprise. Voilà, donc des Français de l'étranger travailleurs, actifs, en emploi, et ça se traduit très clairement dans les motivations, leur motivation à quitter le territoire français. Quand on les interroge, alors là, on leur a soumis une liste de différentes raisons expliquant leur départ à l'étranger. On les a invités donc à choisir celles qui correspondaient le mieux à leur trajectoire personnelle, et vous voyez que ce qui ressort très clairement dans cette hiérarchie, c'est le 38% des personnes interrogées qui nous disent qui sont parties à l'étranger pour progresser dans leur vie professionnelle. La progression dans la vie professionnelle est le principal levier et la première motivation des Français de l'étranger. Et vous voyez d'ailleurs que dans cette liste, ça s'accompagne également d'un certain nombre d'autres items qui tournent tous autour du travail, notamment avoir un meilleur niveau de vie, 25% de citations, pour trouver un travail, 20% de citations, ou bien, on le disait à l'instant, pour créer votre entreprise, 7% de citations. Donc on a bien là une forte motivation liée aux aspirations professionnelles qui conduisent un certain nombre de nos compatriotes à s'expatrier. Dans le détail, il est intéressant également de noter des petites différences sur ces taux de citation. Si on s'intéresse aux 38%, donc qui nous disent qu'ils ont l'intention, qu'ils ont quitté le territoire français pour progresser dans leur vie professionnelle, on s'aperçoit que c'est particulièrement le cas des moins de 35 ans, des plus jeunes, qui citent cette raison à 48%, des hommes également à 46%, et aussi on voit qu'il y a des zones qui sont plus propices à la progression professionnelle. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas du Royaume-Uni, voilà, les pays de la libre entreprendre s'il en est. C'est le cas aussi de tous les pays de la zone asiatique, qui attire sans doute les Français de l'étranger en raison de son dynamisme économique. Je vous ai mis les chiffres ici de la Chine, 59%, donc très au-dessus du 38% qu'on a en moyenne. On est également très élevé à Singapour, 65%. Au Japon, également 65%. Voilà pour le détail de ces motivations professionnelles. Alors, qui sont les employeurs et quel est le statut des Français de l'étranger? Alors là, à mon avis, c'est un point très important à avoir à l'esprit. C'est que la plupart des Français, on s'intéresse là ici à l'univers des salariés uniquement évidemment, la plupart des salariés français travaillant à l'étranger sont employés par des organismes étrangers. 80% d'entre eux, et principalement des entreprises étrangères, 55% d'entre eux. Vous voyez que les entreprises françaises ou les organismes publics français représentent qu'une minorité des employeurs pour les personnes qui sont en situation de salariat travaillant à l'étranger. Voilà un point important à avoir en tête qui s'accompagne aussi des résultats du slide suivant. Là aussi, c'est très important d'avoir ce chiffre à l'esprit, puisqu'on s'aperçoit en fait que la plupart des personnes qui travaillent aujourd'hui à l'étranger ont trouvé leur emploi sur place et bénéficient d'un contrat de travail local. On n'est pas du tout dans une logique classique, traditionnelle de l'expatriation liée à un détachement issu d'un poste qui serait préalablement obtenu en France et l'entreprise souhaitant se développer à l'international en voyant ses cadres à l'étranger. C'est pas du tout la démarche qui est majoritaire, en tout cas c'est ce que nous disent les Français que nous avons interrogés, puisque vous voyez, 67% d'entre eux sont titulaires d'un contrat de travail local pour les salariés. Et tout ça n'est pas sans conséquence sur la durée des séjours
à l'étranger. Évidemment, quand on a un contrat de travail local, équivalent à un CDI, même si évidemment la terminologie ne s'applique pas, on s'aperçoit que la durée de résidence à l'étranger est relativement longue, puisque une très large majorité des personnes que nous avons interrogées, vous le voyez, restent 46% entre 6 à 20 ans à l'étranger. 28% sont présentes à l'étranger depuis plus de 20 ans. Voilà, on a sans doute ici un allongement de la durée des séjours en dehors de la France. À noter également que la proportion de Français d'étrangers n'ayant jamais vécu en France est tout à fait limitée, puisqu'elle représente 7%. Voilà, une population donc d'actifs, une population sous contrat local, une population qui s'inscrit à l'étranger dans la durée. Tout ça n'est pas sans conséquence, évidemment, sur le lien que ces gens entretiennent avec la France. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette deuxième partie. Quel est l'attachement et les liens qui relient les Français de l'étranger à la France. La première question que l'on aura posée, c'est question toute simple. Est-ce que la France vous manque, finalement ? Ce qui ressort des résultats de cette question, c'est que oui, elle manque à une assez large partie des Français établis à l'étranger, puisqu'ils sont 45%. 45%. Alors, on ne pourra sans doute pas parler d'un mal du pays, puisque vous voyez que la proportion de ceux qui nous disent que la France leur manque vraiment est relativement limitée. Elle représente 10% de la population que nous avons interrogée. Mais néanmoins, voilà, on a toute une partie, près d'un sur deux, Français de l'étranger qui nous disent que oui, la France leur manque. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ce manque, il est constant, quelle que soit la durée du séjour. C'est-à-dire qu'elle manque autant, d'une certaine façon, aux personnes qui sont à l'étranger depuis moins de 5 ans. Elle manque également à 42% pour les personnes qui sont installées depuis plus de 20 ans à l'étranger. Donc voilà, le lien et le sentiment de manque restent extrêmement présents, y compris chez ceux qui ont quitté le territoire national depuis plus de 20 ans. Alors, si la France leur manque, ils sont aussi, et ils restent aussi très connectés à la France, puisque, et ça c'est un résultat qui est important, là encore, la fréquence des séjours en France est très importante. Un Français établi à l'étranger sur 2 se rend en France plusieurs fois par an, 50%. Et évidemment, la fréquence des séjours dans l'Hexagone est extrêmement variable selon la zone géographique dans laquelle on se trouve. Et vous voyez qu'on passe à 73% quand on s'intéresse aux Français d'étrangers qui sont installés en Europe. Quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la France ? Ils sont essentiellement familiaux. Vous voyez très largement, 77% des Français de l'étranger qui retournent en France retournent sur le territoire national pour des raisons familiales. C'est vraiment la première attache là avec le territoire national, la famille qui reste évidemment et qui est aussi une des raisons qui explique un certain nombre de retours. Voilà pour les séjours en France. Qu'en est-il maintenant de la vie quotidienne des Français à l'étranger et quelle place occupe la France, la culture française, la langue française dans le quotidien des Français établis à l'étranger ? Et là encore, on voit que les Français d'étranger restent dans leur quotidien connectés, très largement connectés à la France, puisque quand on leur demande si ils parlent français dans leur vie quotidienne, dans leur vie personnelle, ils nous répondent que oui, dans une très large majorité, à 71%. Est-ce qu'ils suivent l'actualité politique française ? Là aussi, oui, au moins une fois par semaine, à 80%. Donc ils restent là très, très connectés. Pour vous donner une comparaison, si on a l'habitude de poser la question d'intérêt pour la politique à des échantillons de Français résidant sur le territoire national, on est autour de 46% de gens qui nous disent qu'ils s'intéressent à la politique. Donc on voit qu'on a des gens là qui sont bien presque plus intéressés par l'actualité politique que les Français résidant en France. On a aussi des Français de l'étranger qui nous disent à 71% qu'ils écoutent et qu'ils regardent les chaînes de télévision françaises.
49% d'entre eux nous disent utiliser le français quotidiennement dans leur vie professionnelle. 63% consomment des produits typiquement français. Donc voilà, on a des gens qui sont véritablement connectés, qui restent très connectés, y compris dans leur vie quotidienne, à la culture, la langue, l'actualité politique française. Le corollaire, c'est que, et on en a parlé précédemment, ils accordent beaucoup d'importance, vous le voyez, aux différents services qui leur sont proposés et aux services publics qui leur sont proposés. Pour une très large majorité d'entre eux, là aussi, c'est important d'avoir à proximité de leur lieu de résidence une représentation officielle française. C'est également important d'avoir des vols directs entre leur pays de résidence et la France. C'est également important d'avoir accès aux chaînes de télévision et de radio françaises. Et enfin, pour la moitié d'entre eux, c'est également important d'avoir à proximité de chez eux des institutions culturelles françaises. Voilà. Donc, pour le coup, ils accordent vraiment une importance très forte à ces services qui leur sont proposés. Autre point, l'importance du temps de la transmission aux enfants de la culture française. Là aussi, c'est quelque chose de très important pour eux et ça passe essentiellement par la famille, la maison et aussi qui témoigne de l'attachement des Français de l'étranger à la France lors de vacances qu'ils passent en France. Alors du coup, j'accélère un tout petit peu pour vous amener au slide. Alors là, le sentiment d'appartenance à la communauté française, c'est très important de noter que 52% des personnes qui résident aujourd'hui à l'étranger considèrent qu'ils sont avant tout citoyens français. Là aussi, c'est un score qui est assez important. Quand on pose ce type de questions aussi à l'ensemble de la population française, on s'aperçoit que les choses sont... on a 49% des gens qui nous disent, par exemple, qu'ils se sentent français plus que, comment dirais-je, ils nous citent aussi, ils se disent aussi citoyens du monde, citoyens de leur région, et ils sont aussi 49% à nous dire qu'ils sont citoyens français. Donc là, c'est dans des proportions comparables, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a quitté la France qu'on ne se sent plus citoyen français, et l'importance que les Français d'étranger accordent à la citoyenneté française, vous le voyez, est très forte, puisque 90% d'entre eux nous disent que c'est quelque chose d'important pour eux, 59% nous disent que c'est très important. Quelle image ont-ils de la France maintenant ? Alors, c'est intéressant de voir les choses de façon dynamique. C'est-à-dire, est-ce que l'image qu'ils ont de la France a évolué ? On s'aperçoit depuis leur départ à l'étranger qu'ils ont changé d'opinion sur le système de protection sociale français. Vous voyez, 47% disent que leur opinion est meilleure depuis qu'ils ont quitté le territoire national. Sans doute ont-ils des systèmes de protection un peu moins protecteurs que celui de la France. En revanche, ils sont assez circonspects sur l'évolution de la situation économique de la France, puisque 69% nous disent que depuis qu'ils ont quitté le territoire national, leur opinion s'est dégradée. De la même façon, sur le marché du travail, 59% nous disent que leur opinion s'est dégradée. Et justement, tout ça, évidemment, est très important à avoir à l'esprit quand on leur demande s'ils ont l'intention de retourner en France. Sur les intentions de retour en France, c'est intéressant de noter que la perspective du retour est vraiment, pour le coup, très imprécise. Et ça rejoint ce qu'on se disait sur l'allongement des temps de séjour et les contrats de travail qui sont aujourd'hui des contrats locaux. La perspective de retour en France, elle est imprécise. 50% certes nous disent que oui, mais c'est surtout du oui, c'est possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est le 33% de personnes interrogées qui nous disent « vous ne savez pas vraiment ». Et à ceux qui nous disent oui, on voit aussi que les choses sont assez floues dans leur esprit puisque plus de la moitié, 54%, nous disent « oui, je reviendrai, mais dans plus longtemps », voilà, sans nous en dire davantage. Autre point important des résultats de l'enquête, et c'est, je pense, la première fois qu'on le quantifie de cette façon-là, quand on interroge donc les gens sur leur état d'esprit, quand ils pensent à leur retour en France, on voit que ce qui domine, c'est évidemment l'inquiétude. À 42%, loin devant toutes les autres propositions que nous leur avons soumises. 42% des gens nous disent qu'ils sont inquiets en pensant à leur retour à l'étranger. Tout ça, évidemment, est lié à la conjoncture
française qu'ils perçoivent, on l'a vu, comme dégradée, mais aussi sur, on sait, les inquiétudes sur la possibilité de valoriser leur expérience à l'étranger sur le territoire national et comment finalement s'insérer sur le marché du travail français. Voilà, et enfin pour finir, quel rôle pense-t-il avoir à jouer pour la France? On est vraiment là pour le coup dans le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Ils considèrent eux en tout cas avoir un rôle à jouer pour la France, un rôle qui va être politique. Hein. 80% sont d'accord avec l'idée selon laquelle la présence de nombreux Français à l'étranger est un atout pour la diplomatie française. Ils pensent aussi avoir un rôle économique à jouer. 88% nous disent que les Français de l'étranger ont un rôle dans la promotion de la culture et des produits français. 72% nous disent que la présence de nombreux Français à l'étranger est un atout pour la France. Et enfin, et je terminerai là-dessus, sur le fait que ils sont également très nombreux à nous dire, 14%, 56% tout à fait d'accord avec cette affirmation, que à leur retour, les Français de l'étranger devraient pouvoir partager leurs idées et leur expérience parce qu'elles sont utiles à la France. Donc on voit là aussi ce qu'ils nous disent sans doute à travers cette idée, c'est qu'ils aimeraient justement que cette expérience soit davantage valorisée sur le territoire national. Voilà. Merci beaucoup. Merci Monsieur Dussault. Alors je vais peut-être appeler les participants à la table ronde maintenant, qu'ils me rejoignent sur la scène et qu'on puisse commenter en fait les résultats de ce sondage. C'est un peu l'idée de cette table ronde. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de chiffres et beaucoup de choses beaucoup de points à soulever. Monsieur Dussault, prenez place également parmi nous pour avoir vos éclairages. Donc vont être présents parmi nous Monsieur Mehdi Benlassen, qui est président du groupe français du Monde, Écologie et Solidarité à l'Assemblée des Français de l'étranger. Madame Fabienne Blino-Abiramia, membre du groupe Alliance de la droite du centre et des indépendants à l'Assemblée des Français de l'étranger. Monsieur Damien Régnard, bonjour monsieur, je vous fais une petite place là-bas, qui est le président du groupe des indépendants pour la démocratie et l'environnement à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et monsieur le sénateur Richard Young, sénateur représentant des Français établis hors de France. Où est-ce que vous voulez vous mettre? Mettez-vous là, oui. Puis je vais... Voilà. Allez, voilà. Allez, on va se mettre comme ça. Les présentations sont faites. On va pouvoir commencer avec les questions. Je vais commencer avec vous, monsieur le sénateur. En fait, ce qu'on voit dans ce sondage, c'est que finalement, les Français de l'étranger, soit on les connaissait mal, soit ils ont beaucoup changé. Alors j'aurais voulu avoir votre opinion à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous semblent assez étonnantes, assez surprenantes. Le fait qu'ils s'inscrivent autant dans la durée, le fait qu'ils travaillent autant dans des entreprises étrangères, le fait qu'ils travaillent autant en contrat local. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Est-ce que vous ne les découvrez pas, évidemment, ou est-ce que finalement on en avait une fausse image? Oui, je crois que c'est vrai qu'on connaît mal la population française à l'étranger. Ça a été pendant longtemps un non-sujet. Et comme en plus, elle est difficile à saisir, puisque 1 million, 1,2 million des Français sont inscrits dans les consulats, mais l'autre moitié ne l'est pas. Donc, par définition, elle n'est pas dans ou sur les écrans statistiques. Donc, on ne la connaît pas bien. Il n'y a pas vraiment de personnes qui s'occupent de suivre statistiquement. Dans le temps, il y avait un administrateur de l'INSEE, il me semble, il y a d'assez nombreuses années, qui faisait une enquête, mais je crois que ça s'est arrêté. Donc depuis, on n'a plus rien. Donc votre enquête est tombe parfaitement à propos pour nous faire sentir cette évolution. Et on voit bien l'évolution. 2-3 choses. On voit que les Français à l'étranger sont tous des actifs qui vont à l'étranger pour travailler, qui montent leur entreprise. Vous avez vu qu'il y avait 16% d'indépendants chefs d'entreprise. Et vous avez dit 7, hein, le chiffre équivalent, c'est 7% en France. 7% en France. Donc c'est plus du double. Voilà. Il y a 8% de fonctionnaires. Alors ça, c'est... bon. Alors on ne sait pas si ces fonctionnaires français
travaillant pour des institutions, ou si ça peut être des fonctionnaires, des gens employés dans les services publics des pays où ils sont. Après tout, beaucoup de pays peuvent avoir. Voilà. Donc on a ça. On voit la durée, vous l'avez souligné vous-même, la durée est de plus en plus longue. On voit bien donc le passage du système des gens qui venaient pour 3 ans, qui étaient ce qu'on appelait les expats à l'époque, qui avaient des contrats d'entreprise, qui faisaient 3 ans, puis ensuite, voilà. Donc ça, c'est fini, ça n'existe plus. Il n'y a plus aucun, quasiment plus aucun. Il y a des gens donc qui viennent de leur propre volonté, souvent qui cherchent leur travail eux-mêmes là-bas, dans le pays où ils vont, et qui s'installent. Et une fois qu'on a cherché du travail, qu'on en a trouvé, en général qu'on a loué ou acheté une maison, parfois l'amour s'en mêle, et une charmante nationale ou un charmant national aussi du pays, voilà. Donc, et une fois qu'on a fait ça, on reste 25 ans ou 30 ans dans le pays, c'est comme ça. Mais peut-être qu'ils veulent rentrer à la fin quand même. Hein. On s'installe. On verra. On abordera le retour également. Effectivement, il s'agit bien de l'enquête conduite par Madame Conway-Mouret avec l'Institut Ipsos et pas notre enquête, lepetitjournal.com, même si on va se l'approprier parce qu'elle est très intéressante. Monsieur Renière, on voit que 80% donc des Français de l'étranger travaillent pour des organismes, des institutions ou des entreprises étrangères et s'inscrivent, comme on le voit également, dans la durée, s'implantent vraiment localement dans le pays. Comment faire, selon vous, un atout pour la France, puisque c'est la thématique du jour? Écoutez, résident depuis 20 ans aux États-Unis, on est élu de terrain et cette évolution, on la constate déjà depuis une dizaine d'années, avec effectivement des départs non plus sous un statut d'expatrié et je vais tomber dans la caricature, puisque c'est comme ça que nous sommes souvent caricaturés, mais l'exil fiscal. Mais on est bien sur des gens qui viennent souvent tenter l'aventure et qui viennent pour s'installer et pour rester. Donc la durée, l'inscription dans la durée, oui. Le sénateur Young l'a mentionné, il y a le côté sentimental et familial qui s'installe dans le pays d'accueil, mais il y a aussi bien sûr les perspectives qui sont offertes, en tout cas pour ce qui concerne par exemple l'Amérique du Nord, des perspectives professionnelles qui font que une fois que vous avez passé le cap des 3 ans ou 5 ans, vous vous engagez à ce moment-là dans un processus de carrière, de perspectives professionnelles et qui s'inscrit sur la durée et les gens aujourd'hui restent 20, 30, 40 ans installés. Mais on dit souvent que c'est pas facile de s'installer aux États-Unis, notamment pour des questions migratoires, des questions de visa. Et malgré ça, ça reste extrêmement attractif. Ah, ça reste très attractif. Il y a différents moyens d'y arriver de façon tout à fait légale, par la loterie, par des soutiens pour des demandes de visa. Donc oui, ça reste attractif. Il y a des augmentations de l'ordre de 20% sur certaines circonscriptions aux États-Unis. De Français depuis 3 ans. Nous avons, moi je réside en Louisiane, 18% d'augmentation d'immatriculation en 2 ans. Et ce sont des gens qui viennent effectivement sur du contrat local s'installer, souvent avec femmes et jeunes enfants, et qui ne sont pas en recherche de France au sein de leur installation, beaucoup moins qu'autrefois. Ils attendent moins, mais ils attendent un service de qualité et rapide. Mais beaucoup moins de France dans le sens, ils ne cherchent pas à retrouver leur village français quand ils s'installent aux États-Unis. Enfin, pour ce qui est des États-Unis, encore une fois, je ne veux pas parler de l'Afrique étant différent du Moyen-Orient et de l'Asie. Alors une des difficultés, c'est peut-être de garder le lien avec ces gens-là, en revanche. Oui, on pense qu'il y a un peu moins de 50% des Français qui sont immatriculés. Les doubles nationaux sont à peu près dans les statistiques que j'ai pu voir. On est de l'ordre de 60% de doubles nationaux aux États-Unis et au Canada, enfin je dirais l'Amérique du Nord. Mais les gens sont attachés. Le sondage le reflétait tout à l'heure. Cette fierté d'être français, ce besoin d'être français, on le voit essentiellement lors des élections présidentielles où on a des taux de participation qui maintenant avoisinent la France, puisqu'on arrive à presque 60% de taux de participation. D'accord. Alors, je vais donner la parole à Madame Blino Abiramia pour peut-être qu'elle nous parle un peu également sur sa région. Donc, vous êtes élu au Liban et vous couvrez donc cette zone du proche Moyen-Orient. Et est-ce que vous constatez également ce changement, je dirais, des expatriés, du profil de l'expatrié au fil des années? Ou est-ce que finalement la communauté française dans ces régions évolue peu?
C'est vrai que c'est particulier puisque nous, on a des problèmes sécuritaires où on va moins avoir le français expatrié en tant que tel qui va vouloir venir dans cette région. Quoique, puisqu'il y a pas mal de retours de binationaux, c'est-à-dire des Français d'origine libanaise, il y a un retour quand même puisqu'on voit une augmentation importante d'inscriptions consulaires chaque année. Donc ça veut dire qu'ils reviennent pour des raisons aussi économiques, puisque à cause d'un manque d'emploi en France, ils reviennent dans cette région en pensant retrouver un emploi, puisqu'ils vont baser la famille au Liban et les hommes vont trouver un emploi dans la région. Donc ils vont baser l'épouse et les enfants au Liban, puisque c'est leur pays d'origine, et eux, ils vont trouver un emploi sur la région. Ensuite, vous avez aussi des expatriés qui vont venir se baser sur le Liban. Même concept, ils vont mettre la famille au Liban ou ils vont venir seuls pour aller travailler sur la zone, au-delà même de la zone en Afrique. Donc, malgré l'idée qu'on puisse avoir que le Liban ne pourrait pas être un pays attrayant à cause des problèmes sécuritaires, on a quand même des inscriptions consulaires qui sont en augmentation permanente. D'accord. Et quelles sont les attentes, je dirais, finalement, de ces personnes-là par rapport au pouvoir public, par rapport à l'administration, par rapport aux élus comme vous-même ? Une grosse attente, une attente sociale aussi, puisque au Liban, on a d'ailleurs, il y a ma collègue Denise Reveradad que je salue au premier rang. On a beaucoup de bourses scolaires, on a beaucoup de demandes en aide sociale. Donc il y a une grosse attente au niveau social au Liban. Donc il y a une grosse. C'est vrai qu'on fait partie d'un pays dans le monde où il y a de grosses attentes sociales. On le voit sur les bourses scolaires puisqu'on fait partie des pays dans le monde où il y a le plus de dossiers. D'accord. Juste un point, une seconde. Les Français s'expatrient en famille. On emmène ou on trouve sur place et on a des enfants. S'il n'y a pas, le Français ne s'expatrie pas. Et je dis ça parce qu'il y a d'autres Européens qui s'expatrient tout seuls. Les Allemands, par exemple, ils préfèrent partir tout seuls, laisser la famille en Allemagne. Oui, dans le sondage d'ailleurs, c'est 77% des répondants qui sont en couple, donc 44% avec des enfants. Donc on est vraiment effectivement dans un profil familial. Alors soit des gens qui sont partis, comme vous l'avez dit, Monsieur le Sénateur, déjà en famille, ou la famille sont partis en couple et ils ont eu des enfants sur place, où la famille s'est agrandie, ou effectivement ils ont trouvé leur conjoint ou leur conjointe, l'âme sœur sur place. Mehdi Benlassane, je voulais vous interroger sur ce chiffre qui m'a quand même un peu surpris. 55% des Français de l'étranger qui ont répondu donc à ce sondage estiment que la France ne leur manque pas. Et 59% d'entre eux se sentent étrangers en France. Alors moi, ça m'a semblé un peu surprenant. Comment est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous inquiète? Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, a priori, ça me surprend pas. Pour revenir donc sur le second chiffre, les 59% qui se sentent étrangers en France, on est dans un phénomène classique de population migrante qui rencontre un phénomène d'acculturation. C'est un terme sociologique qui désigne en fait des personnes qui vont dans un autre pays, qui en apprennent finalement, qui en intègrent les normes, les valeurs et les usages, qui redéfinissent finalement leur propre façon de vivre et qui se retrouvent à la fois étrangers dans leur pays d'accueil et à la fois étrangers dans leur pays d'origine. C'est un phénomène classique de migration. Nous, c'est quelque chose qu'on connaît aussi, que l'État français connaît aussi pour ces populations migrantes, et qu'on a tendance à nier, nous, politiques français. Et finalement, je pense que quelque part, ça nous fait du bien d'être confrontés via les Français de l'étranger. Ça nous apprend des choses aussi sur la manière de traiter les populations migrantes qui peuvent arriver en France et qui peuvent avoir, en quelque sorte, du mal à s'intégrer. Et par rapport à ce manque de France, est-ce que vous pensez que c'est un petit peu trop dit, ou est-ce qu'on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs? Je pense qu'on en revient en fait aux motivations d'expatriation des Français de l'étranger. On voit bien dans le sondage, alors je rebondis sur la première question qui était posée à M. Young, je pense pas effectivement la population française à l'étranger était caricaturée. Je ne pense pas qu'elle était mal connue. Elle était mal connue sans doute par les pouvoirs publics français en France. On voit très bien que 76% effectivement des Français sont des actifs qui partent soit pour connaître une nouvelle expérience professionnelle, soit pour acquérir des nouvelles compétences, soit pour effectivement monter leur activité professionnelle sur place. Donc ce sont des gens qui ont fait la démarche de partir, non pas parce que l'herbe est plus verte ailleurs, mais pour enrichir ce qu'on appellerait en sociologie leur capital culturel. Voilà, pour acquérir de nouvelles compétences
pour enrichir leur bagage, soit pour en faire profiter plus tard leur pays d'origine, mais surtout eux pour pouvoir se développer personnellement. Alors c'est vrai qu'on voit sur les chiffres du sondage que l'aspect professionnel, vous l'avez dit, Monsieur Dussault, et l'emploi arrive en tête. 38% évoquent la progression dans leur carrière, 25% un meilleur niveau de vie, ce qui est évidemment relié. 25% trouvent un travail. Notamment chez les plus jeunes, les chiffres sont plus élevés. Monsieur Reynard, c'est peut-être des choses que vous voyez. Vous en avez déjà un petit peu parlé aux États-Unis. Est-ce qu'on peut avoir l'impression que l'étranger, ça devient une sorte d'Eldorado professionnel où on aurait plus de chances de réussir qu'en France ? Oui, nous sommes confrontés régulièrement à nos fonctions respectives d'élus, à des demandes de concitoyens français souhaitant venir s'installer ou rêvant effectivement d'un Eldorado et d'une ère plus verte. On est souvent obligé de les ramener à la réalité des démarches à effectuer, la réalité de la vie sur place. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes aussi. On a un profil de plus en plus jeune dans les expatriés qui viennent juste après leurs études, en fait, qui souvent viennent en primo-emploi. Et puis nous avons, c'est un phénomène que nous avons pu constater depuis 3-4 ans, également des gens qui ont passé les 60 ans et qui aujourd'hui viennent tenter l'aventure avec un peu de capital, tenter une aventure d'entrepreneur. Et ça dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité et d'industrie aux États-Unis. Donc, Monsieur Benlassen, vous voulez réagir ? Sur cette question, effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Damien, on constate effectivement deux profils de Français qui s'expatrient. Des Français de plus en plus jeunes, puisque l'expatriation à l'étranger leur est demandée de plus en plus par les boîtes françaises c'est une facilité pour leur recrutement futur. Mais effectivement, on retombe après sur les chiffres du sondage. Une fois qu'ils sont à l'étranger et qu'ils ont développé une carrière sur place, ils ont du mal à rentrer. Souvent, d'ailleurs, comme l'a dit Monsieur Young, ils ont rencontré un amoureux, une amoureuse sur place, ils ont fondé une famille. Donc l'idée de départ, c'est vraiment enrichir ce capital culturel et ce capital social pour pouvoir progresser dans leur vie professionnelle. Et ensuite, je ne vais pas dire qu'ils se retrouvent pris au piège, mais en tout cas, ils se prennent au jeu, ils sont intégrés dans leur pays d'accueil et ils ont du mal à rentrer. On a ensuite, effectivement, ce que Damien a développé en premier, c'est-à-dire des entrepreneurs qui cherchent à aller développer une activité à l'étranger et qui sont souvent, on va dire, aventureux. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'élu, je suis assez surpris de voir énormément de Français qui veulent s'installer au Portugal, soit pour monter une boulangerie française, soit pour monter un restaurant crêperie, comme si la communauté portugaise attendait effectivement après la population française de venir leur apporter cette magnifique culture française qu'ils ne connaissent pas forcément. Et voilà. Alors, monsieur le sénateur, est-ce que justement vous trouvez que c'est un peu inquiétant ce type de départ où les gens finalement semblent assez mal préparés, ou finalement c'est pas mal qu'il y ait un petit peu de personnes qui partent aussi, de jeunes qui partent à l'aventure pour se forger des destins ? Oui, c'est comme ça que ça doit être. Ça se prépare pas de façon scientifique, etc. Faut se lancer. C'est difficile, mais on découvre sur place. Et au fond, la chose importante, c'est d'aimer le pays où on va. C'est de s'intéresser à sa culture, si on peut, à la langue. C'est de s'enrichir de tout ça. Si on va à l'étranger et puis qu'on est là, parce qu'on en voit à l'étranger des Français qui sont toujours en train de râler, de dire c'est pas puis on trouve pas de camembert, puis on trouve pas de. Bon, franchement, dans ce cas-là, autant rester à Issy-les-Moulineaux. C'est pas compliqué. Mais beaucoup donc des Français font. Juste une anecdote. Il y a 25 ans maintenant, nous installons à Munich. Et drame, ma femme ne trouve pas la viande coupée comme il faut pour faire les recettes françaises. Vous vous rendez compte du drame, hein ? Eh bien, elle a pu entraîner un boucher du marché central qui lui faisait les carrés de veau comme il fallait. Et les carrés de... Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, voilà, il faut s'en enrichir.
On en parlera peut-être tout à l'heure. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, beaucoup de nos expatriés, enfin de nos Français à l'étranger, sont plus ou moins intégrés. Hein. Ça dépend des contextes. Il y en a qui arrivent même à être quasiment complètement intégrés, mais bon, il y a toute une palette. Mais ça n'est pas nécessairement reconnu par la France. Voilà, c'est ça le problème. Vous voulez dire que c'est pas valorisé. Est-ce que vous, Madame Blino, oui, allez-y, je vous laisse réagir. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, Monsieur le Sénateur, moi je reviens de Damas où j'ai élu également pour représenter les Français de Damas. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez souvent. Quand la diplomatie d'un État choisit de couper court pendant X temps, il y a des Français qui restent pendant cette période-là dans le pays. Les Français continuent d'y vivre pour des raisons qui leur sont propres, qu'on n'a pas à juger. Et eux, ils vont continuer à représenter notre pays d'une manière ou d'une autre. Prenons Damas, où vous avez un lycée français qui continue à vivre grâce à un comité de gestion et donc un comité de parents. Donc ces parents-là, vous avez aussi des Français, vous avez d'ailleurs des enseignants français dans ce lycée. Et je vous prends l'exemple d'une enseignante et je vous prends l'exemple d'une dame qui est retraitée, qui gagne une retraite de 230 € par mois et qui vit dans un quartier très pauvrement, dans un quartier à risque, et qui, pour gagner un peu plus d'argent, donne des cours de français. Tous, d'ailleurs, pour arrondir leur fin de mois, donnent des cours de français. C'est des gens qui font rayonner notre pays. Et à un moment ou à un autre, la France va revenir, va réouvrir, va réinstaller la EFE, etc., etc. Et pendant ce temps-là, ces Français-là qui auront continué à faire rayonner notre pays d'une manière ou d'une autre, qui auront, c'est vrai aussi pour gagner de l'argent, mais aussi par amour de notre pays, qui souffrent d'ailleurs de ce sentiment d'abandon. Mais bon, ça, c'est pas à nous de juger. Moi, je suis pas là pour parler de politique internationale. Mais juste, ces gens-là, quand on va revenir, la France, il faudra pas les oublier parce que ils font aussi rayonner notre pays et ils aiment la langue française. Ces cours de français qu'ils donnent pour arrondir leur fin de mois, mais aussi par francophonie, par amour de notre langue. Moi, vraiment, je trouve que c'est touchant et ces gens-là, ils devraient être décorés donc, quand la France reviendra. Parce qu'on parle de l'amour de la France. Ils vivent, en fait, personne ne parle d'eux. Il n'y a aucun reportage sur eux. On parle beaucoup de la Syrie actuellement. Non, moi, j'entends pas parler de ces Français qui sont ces vieilles personnes qui sont retraitées. Si, on parle d'eux. Bon, alors vous me direz dans quel reportage. Moi, j'entends pas trop parler d'eux. Hein. Mais en tout cas, ces cours de français qui donnent beaucoup à titre personnel, par amour de la langue, ça, c'est l'amour de la France qu'on a à l'étranger. Alors, avant d'aborder justement l'attachement à la France, il y avait une question, je crois, dans le sondage liée à l'impact, on va dire, de la diplomatie française. Je ne sais pas si vous avez peut-être le chiffre, Monsieur Dussault, et si vous voulez le commenter. Non, j'ai effectivement pas présenté cette slide. En fait, elle est difficile à interpréter de façon globale parce que les situations sont évidemment, les avis étaient très partagés. On avait à peu près un quart de personnes qui nous disaient que la politique étrangère avait un impact positif versus un autre quart qui nous disait qu'elle n'avait un impact négatif et des avis assez partagés par ailleurs. C'est difficile, en fait, j'ai pas présenté cette slide parce qu'effectivement les situations sont très dépendantes du pays de résidence, évidemment. Donc voilà, D'accord. Alors, on a vu dans votre présentation que 90% des répondants jugeaient la transmission à la langue, à la culture française importante. 98%, pardon. 90% étaient attachés très fortement à la citoyenneté et même chiffre à la nationalité. Donc on a en face une population qui grandit relativement vite, a priori, qui est mal recensée, puisqu'effectivement, on le sait tous ici, c'est à peu près une estimation de peut-être 50% d'immatriculés, donc ça reste un chiffre difficile à dire, peut-être un petit peu plus. Et des gens qui s'installent en famille dans la durée plus longtemps, qui travaillent et qui travaillent dans des entreprises ou des organisations étrangères, donc qui évoluent un petit peu hors de la sphère qu'on connaissait bien, qu'on avait l'habitude de bien identifier, ou qui est bien identifiée, celle peut-être des grandes entreprises françaises, des fonctionnaires, des diplomates français. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut maintenir le lien vivace avec ces gens-là, Monsieur le Sénateur? Oui, c'est normal qu'il y ait un attachement fort à la culture, à la langue. Souvent, d'ailleurs, les enfants sont des enfants bilingues,
puisqu'ils sont dans un environnement, soit dans une école du pays, soit dans les écoles françaises, mais qui ont des filières bilingues. Donc ça fait des enfants qui parlent 2 langues, 3 langues, et ça c'est formidable pour tout le monde, à commencer par eux, mais aussi pour le pays, parce que voilà, c'est des gens qui vont être des ponts ensuite entre le pays. Nous le faisons parce que nous avons... votre question, c'est comment nous faisons. D'abord par le système de l'enseignement français à l'étranger. Je ne sais pas si on en parlera un peu tout à l'heure, mais enfin, on a un des tout premiers réseaux, 300 ou 400 000 élèves, 400 établissements. Enfin voilà, la France fait beaucoup pour garder la langue et pour garder le système éducatif. Je crois que c'est important. Il y a quelques enfants il y a des couples au fond où la langue du pays devient prédominante dans le foyer. Et si l'enfant va dans une école qui est aussi une école du pays, il y a quelques cas, mais c'est des cas très rares où le français se perd. Mais c'est tout petit, c'est pas un problème. Après, ça s'étale sur des générations. J'ai connu au Mexique des Français qui ne parlaient plus le français. Oui, je voulais juste réagir rapidement parce que le chiffre peut paraître important et j'imagine qu'on n'a pas sondé la seconde génération, les enfants de 5 à 15 ans. Donc voilà. Donc oui, en tant que parent, j'ai effectivement le souhait que mes enfants parlent le français, le maîtrisent, l'écrivent et au-delà de la langue, soient attachés aussi à la culture et à leur pays. Maintenant, mes enfants, entre eux, j'en ai 3 qui sont entre 19 et 22 ans et ils parlent anglais entre eux. Donc déjà à cette génération, on arrive à une évolution. Donc ça, c'est la première chose par rapport aux 90%. Donc oui, bien sûr, 90% à la première génération qui arrive, oui. Après, je pense qu'il y a probablement une modération. Concernant le moyen d'arriver à diffuser, le sénateur l'évoquait à travers le réseau des écoles, il y a aujourd'hui, on bénéficie même par rapport à il y a 20 ans seulement, une offre aussi bien éducative que de culture à travers le Petit Journal et d'autres publications, à travers TV5 et à travers Internet maintenant, à un accès et à une facilité de la culture française qui ne passe plus automatiquement, systématiquement par un établissement de l'AEFE homologué à l'étranger. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire M. Régnard. Effectivement, donc on voit dans le sondage que 98% des personnes interrogées sont attachées à la transmission de la langue française. Mais je pense que ce qui est important dans le même sondage, c'est la décomposition de ce chiffre sur les manières dont les parents font pour maintenir ce lien. On retrouve effectivement le chiffre de 1/3 des parents qui maintiennent ce lien par le réseau AEFE, comme l'a dit Monsieur le Sénateur. C'est un chiffre qui est connu. On sait qu'il y a à peu près effectivement 1/3 des enfants de Français à l'étranger qui sont scolarisés dans le réseau AEFE, mais on voit qu'on arrive à 26% de ces mêmes enfants qui apprennent, qui gardent le maintien avec la langue, soit par finalement ce qu'on appelle les groupes flammes, soit par les filières bilingues. Je pense que c'est un élément important. Ça doit nous aussi nous interroger politique sur la manière de développer ces systèmes éducatifs alternatifs, puisqu'on voit que les parents eux-mêmes ne choisissent pas massivement le réseau AEFE, qui pourtant concentre beaucoup de moyens par rapport au groupe Flamme et aux filières bilingues. On a parlé également puisqu'on parle du lien avec la France, de la représentation politique. Monsieur le secrétaire d'État a évoqué aujourd'hui le fait qu'il y avait une représentation parlementaire dans les deux chambres, les conseillers évidemment à l'Assemblée des Français de l'étranger, les conseillers consulaires. On voit dans le sondage que 80% des répondants déclarent s'intéresser à la politique et à la fois. Et vous le savez ici, on a très souvent des taux de participation qui sont assez faibles. Donc j'aimerais vous interroger, Madame Linous, peut-être sur votre réaction par rapport à cet élément du sondage, puisque les déclarants disent s'intéresser fortement à la politique, mais ça ne se traduit pas forcément beaucoup dans les bureaux de vote. Quelle est votre opinion ? Effectivement, c'est d'ailleurs, moi je le dis souvent en réunion, j'y pense souvent. Parce que quand on a des résultats comme ça, il faut se poser la question pourquoi. Moi, je dis souvent, soit c'est parce qu'ils ne savent pas qu'on existe,
soit c'est parce qu'ils n'ont pas l'utilité des bourses scolaires ou des aides sociales. Quand on s'investit en politique et qu'il y a des taux d'abstention aussi forts, il faut se poser la question, nous qui sommes engagés, pourquoi ? Sinon, faut se remettre en question soi-même. Donc l'important, c'est d'être sur le terrain. Je pense que la disponibilité et d'être beaucoup sur le terrain doivent répondre au taux d'abstention sur la longueur du mandat. Et puis d'expliquer, parce que vous savez, il faut, nous qui sommes dans le bain, moi je dis souvent le monde du français à l'étranger, ça fait 10 ans que je le connais. J'ai mis plusieurs années à comprendre toutes les appellations. C'est pas évident. Quand on est dedans, on les maîtrise tous. Mais quand on débarque à l'étranger, avant de maîtriser tout ce qu'il y a UF, ADF, AEF, AF, c'est pas évident. Il y a un F et un E en Conseiller principe. consulaire, je vous assure, quand on débarque, moi j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis des années même à comprendre. C'est vraiment... Et il n'y a personne qui vous explique vraiment. Vous arrivez au consulat... vous savez même pas sur quel site internet. Alors une fois qu'on connaît, c'est facile de dire oh bah oui, tout le monde connaît. Non, tout le monde ne connaît pas. Et même aujourd'hui, il n'y a pas une réunion que je pose sans réexpliquer. Je vous assure que je tombe souvent des nues parce que même des gens autour de moi, quand je pose des questions, alors explique-moi. Eh bien, j'ai pas souvent les réponses. Bon, un déficit d'information. À nous aussi les médias donc de bien travailler. Peut-être une réaction sur le sujet, Monsieur Benlassen. Moi, je pense que l'écart entre les deux chiffres vient en grande partie de la question. Si vous demandez à des Français qui sont à l'étranger s'ils s'intéressent à la politique nationale, ils vont vous dire oui. Ça ne veut pas dire forcément pour autant qu'ils vont voter à des élections nationales. On a mis en exergue la part des binationaux. Moi, pour le pays que je connais le mieux, donc pour le Portugal, il y a énormément de binationaux, de luso-descendants qui sont redirigés vers le Portugal. Ces gens-là votent avant tout aux élections portugaises, notamment hier. Oui. Ils vont moins se diriger naturellement vers des élections françaises, même si ça les intéresse, même s'ils sont intéressés par la vie politique française, parce que c'est pas celle qui va impacter leur vie au jour le jour. C'est d'abord la politique portugaise qui les intéresse. Ils sont d'abord citoyens portugais et ensuite citoyens français. Très bien. Je voudrais aborder un dernier point tous ensemble et un point important, c'est le retour. On voit dans le sondage que 50% pensent revenir un jour, ou 50% donc ne pensent jamais rentrer en France un jour. Parmi ceux qui pensent revenir, 54% dans plus de 5 ans. Et vous l'avez souligné, Monsieur Dussault, 42% se disent inquiets de leur retour en France. Donc c'est une vraie préoccupation. Monsieur le sénateur, qu'est-ce qu'on peut en dire ou en retenir? Est-ce que finalement, c'est compliqué de revenir? Oui, c'est vrai que c'est compliqué de revenir. Et les Français qui se sont exprimés montrent bien leur inquiétude et d'une certaine façon, elle est justifiée. Parce que nous ne sommes pas un pays d'expatriation, contrairement, vous savez que nous avons un taux très faible d'expatriation globalement, si on se compare aux Anglais, aux Allemands, voilà. Donc, pour des raisons historiques, c'est comme ça. Et sans doute le corollaire de ceci, c'est que l'expérience, l'acquis des Français qui se sont expatriés n'est pas valorisé, n'est pas reconnu en France, ou peu, de façon variable, mais globalement, c'est pas... Voilà. Alors que dans d'autres pays, le fait d'avoir fait 4 ans, 5 ans, plus à l'étranger, d'avoir travaillé dans une autre langue, de s'être frotté à une culture souvent très différente, donc de savoir travailler de façon, comme on dit maintenant, de façon un peu pédante, interculturelle ou et valoriser. En France, on vous regarde en disant « Bon, bah alors, t'as été passé 5-10 ans, là, t'as bien gagné ta vie. Pendant ce temps-là, nous, on ramait en France, on prenait le RER le matin, et maintenant, tu prends ta place dans la file comme tout le monde. » Je le dis un peu brutalement et de façon un peu simpliste, mais il y a cette idée-là, et assez curieusement, c'est un peu partout. C'est aussi vrai dans l'administration. Les enseignants français qui ont travaillé dans des lycées français à l'étranger, qui ont eu des enfants de culture chinoise, qui se sont frottés à tout ça, peut-être même qui ont appris un peu la langue, quand ils rentrent en France, on leur dit pas « Très bien, on va voir comment on peut utiliser ça ».
on leur dit, bon, eh ben, on a des postes à Douai. Voilà. Vous avez été sous les cocotiers, et ben maintenant vous allez à Douai. C'est un peu ça l'idée quand même, hein, c'est un peu ça l'idée. Et c'est moins vrai dans le privé, parce que le privé, évidemment, quand il voit qu'il y a quelque chose à utiliser, il va être tenté de le faire. Mais globalement, on a ce problème-là. Et en plus, se rajoutent alors les problèmes d'administration, la sécurité sociale, le numéro, tout ça. Enfin, c'est assez compliqué administrativement. Donc, moi, je comprends ce sentiment d'inquiétude et ça n'est pas facile de rentrer. Est-ce que c'est également quelque chose, M. Reiner, que vous entendez aux États-Unis? J'aime beaucoup le commentaire. Si. J'apprécie beaucoup le commentaire du sénateur Young parce qu'effectivement c'est quelque chose sur les enseignants qui est flagrant, et au lieu de valoriser leur expérience et leur immersion et leur expérience locale, culturelle, linguistique, bon, ça c'est vraiment un exemple qu'on voit beaucoup aux États-Unis puisqu'on a des gros contingents. Sur le chiffre, dans 5 ans, je suis incapable de vous dire où je serai. Et pour moi, c'est déjà d'une projection à du long terme. Donc les gens qui disent dans 5 ans, peut-être que je reviendrai, pour moi, c'est, oui, vous leur diriez dans 20 ans, ça serait à peu près la même. Il y avait un bon tiers de ne sait pas aussi. Hein. Faut quand même le préciser. Oui. Quant au retour, il fait un peu peur. Quand on a passé plus de 10 ans, je dirais un cap de 10 ans, on a franchi les barrières d'intégration dans le pays d'accueil. Et c'est vrai qu'on est perdu. On ne connaît plus les dernières voitures, modèles de Peugeot, Renault, etc. On ne connaît plus le système social français. Les prestations changent. On ne connaît, voilà. Donc même si on a gardé ce contact, c'est souvent un contact de vacances, c'est-à-dire d'été, familial ou avec des amis. Et la vie économique, la vie sociale, les démarches administratives, on est totalement décalé et totalement perdu. Donc, la sénatrice Conway-Mouret nous a ouvert une porte avec cette enquête, ouvert des pistes de réflexion pour faciliter, pour permettre de faciliter ce retour. Mais je crois qu'effectivement, il y a une appréhension. J'ai eu l'occasion, comme dans les témoignages dans son rapport, de croiser plusieurs Français qui, à l'âge de 65 ou 70 ans, pour des raisons familiales, pour des raisons de santé, souvent, avec le système médical américain, souhaitaient venir prendre une retraite méritée en France. Et souvent, après avoir cotisé, ils viennent, ils se rendent en France, ils restent quelques mois et repartent. Et ça, j'en ai connu plusieurs couples comme ça. Donc oui, il y a une appréhension. Donc il y a ceux qui ne franchissent pas le pas, et puis ceux qui le font, il y en a pour qui c'est très difficile, sauf si c'est un retour absolument accompagné par une entreprise. Mais ça, c'est encore un cadre différent où effectivement des grands groupes peuvent vous aider à revenir en France et à vous réadapter après une expatriation de 3 ans. Mais là, c'est un autre profil. Puis on le voit, c'est minoritaire finalement. Je vais peut-être donner la parole à la salle si quelqu'un a une question. Et puis après, on clôturera. On aura peut-être le temps pour 1 à 2 questions. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir, réagir par rapport à ces chiffres présentés ce matin, ce sondage ? Non, vous avez dû être très studieux et trouver cela très complet. Je pense que ça sera disponible en ligne, Madame la sénatrice. Voilà. Donc, je voulais tous vous remercier et puis passer à la table ronde suivante. Merci beaucoup.